Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 6 août. Monaco célèbre la Saint-Roman avec Sainte-Dévote. Il est l'autre saint patron de la principauté. D'où vient cette tradition et qui était Saint-Roman? Marc Marchisio, secrétaire général du comité des fêtes de la Saint-Roman, nous éclairera à ce sujet. Alors que l'AS Monaco a débuté officiellement sa saison, les filles de l'AS Monaco football féminin ont repris le chemin des terrains cette semaine avec leur nouvel entraîneur, Laurent Banide. Nous y étions. Puis nous recevrons Julie Franchguera, la sociétaire de l'AS Monaco haltérophilie et force athlétique vient tout juste d'être sacrée vice-championne d'Europe de développé couché à Budapest. Elle partagera son ressenti sur notre antenne. Et à la fin de ce JT, nous vous proposerons une visite guidée de l'exposition Newton Riviera qui se tient actuellement à la Villa Saubert. Le 9 août, nous célébrerons la Saint-Roman. Les Monégasques et ceux qui portent une attention particulière à l'histoire de la principauté savent que Saint-Roman est une fête particulière pour Monaco. Oui, mais pourquoi? Nous sommes justement avec le secrétaire général du comité des fêtes de la Saint-Roman pour en parler. Bonsoir Marc Marchisio. Bonsoir madame. Tout d'abord, à quoi correspond cette fête de la Saint-Roman? Oh là là, c'est une fête qui a plus de 154 ans et qui au tout début était dans le quartier de Saint-Roman, puis est revenue sur Monaco-Ville, parce qu'à l'époque le casino était créé, donc c'était plus pour distraire les clients du casino, et puis c'est devenu une fête populaire sur le Rocher. Et une question en amène une autre, mais qui était Saint-Roman? Alors Saint-Roman, c'est un pâtre romain qui s'est rallié au christianisme et qui du coup, les Romains l'ont tué, l'ont martyrisé, voilà, je cherchais le terme. Et c'est resté à Monaco et c'est le deuxième patron de Monaco avec Sainte-Dévote. Voilà. Donc c'est une personne très importante pour la principauté. Ouais, plus sur le Rocher, parce que c'est surtout fêté sur le Rocher, mais loin derrière Sainte-Dévote, voilà. Vous l'avez dit, c'est une fête qui est célébrée depuis plusieurs années, même plus d'un siècle en principauté. 154 ans. Exactement, c'est l'âge d'ailleurs du comité des fêtes de la Saint-Roman. Voilà, puisqu'avant il y a eu un premier comité qui s'appelait le comité de Saint-Roman. Et après, c'est devenu comité des bals de la Saint-Roman et puis maintenant comité des fêtes de la Saint-Roman. Et comment on célèbre cette fête de la Saint-Roman à Monaco? Écoutez, nous, on fait 2 soirées de soupe dans les jardins avec une soirée dansante. Mais le 9 août, qui est la fête de la Saint-Roman, à 9h, il y a une aubade en ville, 9h30, pardon, suivi à 10h30 d'une grand-messe en monégasque à la cathédrale. Et puis un petit tour avec les trains de Monaco, là. Et on vient dans les jardins avec un apéritif offert par la municipalité. On est entouré par le Cantine d'Aroca qui célèbre la messe en monégasque chantée et pour les festivités qui va chanter l'hymne monégasque, pareil. Voilà, c'est aussi bien une fête populaire qu'une fête religieuse. C'est populaire et religieux, oui, en effet. On a l'impression aussi que c'est une fête qui est chevillée au cœur des Monégasques. C'est le cas? C'est ce que vous ressentez aussi? Disons au cœur du Rocher, sûrement, bien que les festivités sont ouvertes à tout le monde, pas forcément aux Monégasques et pas forcément aux habitants du Rocher. Mais ça reste un moment convivial et de partage qui renforce l'identité monégasque. Tout à fait, qui renforce l'identité de Monaco plus. Il n'y a pas forcément que des Monégasques. Près de 155 ans pour le comité des fêtes de la Saint-Roman. C'est l'un des plus vieux comités de la principauté. C'est le premier comité des fêtes de la principauté, avant le comité des fêtes de la mairie. Bien, merci beaucoup Marc Marchisio d'avoir été avec nous ce soir et bonne fête de la Saint-Roman. Merci beaucoup et bonne soirée.
Cette information pratique à retenir à présent, les horaires du centre de dépistage à la Covid-19 vont être modifiés à compter de lundi. Le centre sera ouvert de 8h30 à 16h30 la semaine. Les horaires, en revanche, ne changent pas pour le samedi, elles restent de 8h à 10h. Je vous rappelle également qu'il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous pour effectuer un test PCR au centre de dépistage. Amateurs de nature et de découverte, notez bien ce rendez-vous le 11 août. La direction de l'environnement organise la nuit de la chauve-souris. L'occasion d'en savoir plus sur le mode de vie de ces petits mammifères et sur les actions mises en place pour les préserver. Attention, le nombre de places pour cet événement est limité à 20 personnes. Pour tout renseignement ou inscription, envoyez un mail à environnement@gouv.mc. Du sport à présent et du football, l'Euro féminin s'est clôturé dimanche dernier par la victoire de l'Angleterre sur ses terres. L'événement a signé des records de fréquentation. La finale a par exemple attiré plus de 87 000 spectateurs, preuve du réel engouement autour du ballon rond. À Monaco, un projet ambitieux est en train de se mettre en place. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexandra Marangoni. 22 matchs, 22 victoires, 101 buts marqués, 6 seulement encaissés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'AS Monaco Football Féminin a réalisé une saison exceptionnelle lors de l'exercice précédent. Les Monégasques ont juste manqué la dernière marche et s'étaient inclinés face à Toulouse lors du barrage d'accession à la D2. Les filles ont retrouvé les terrains depuis lundi. À Blozasque, une séance par jour. Avec aux manettes un nouveau coach, Laurent Banide, qui succède à Stéphane Guigaud, parti à Soyaux. Il y a une grande qualité de travail, beaucoup de sérieux et je suis très surpris par le niveau technique, donc c'est très intéressant et chaque jour j'apprends beaucoup. J'apprends en les regardant jouer au football, j'apprends à gérer et à manager les filles. C'est très intéressant. À travers Jérôme de Bontin et les Américains qui nous aident, nous avons réussi à persuader Laurent de venir vivre cette aventure, j'espère pour plusieurs années. C'est un peu le fer de lance de notre projet. Il a pris avec lui Christophe Admeras qui a travaillé plein d'années au centre de formation parce qu'on lui demande deux choses à Laurent, de monter le plus tôt possible et de faire de la formation, voilà, de faire progresser les filles. Le groupe est composé de 22 joueuses, plusieurs recrues ont déjà rejoint l'équipe, certaines ont connu la D2 voire la D1 et viennent encadrer un groupe très jeune, pétri de talent et ambitieux. J'ai joué à l'Olympique de Marseille en D2, j'ai fait 3 ans à Soyaux. Tout le monde m'a très bien accueillie, je suis très contente, c'est très jovial, ça bosse, c'est très bien et il y a vraiment une bonne entente malgré qu'on soit nouvelle et le groupe vit bien. On a repris depuis lundi, là, donc c'est notre 4e entraînement. Je pense que pour le groupe, dans sa globalité, ça se passe plutôt bien. Moi, physiquement, après, on a eu 1 mois et quelques de récup, donc ça a été assez court. Donc non, pour le moment, ça se passe bien. On retouche un peu le ballon de temps en temps, et ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre. L'objectif, c'est de monter, bien entendu. On voudrait arriver à avoir un club en première division dans les années à venir. Ça sera très difficile. Mais on a beaucoup d'ambition et on a à cœur de travailler beaucoup pour arriver au but. Avec la refonte des championnats, l'objectif cette saison sera de monter en D3. Premier match officiel de la saison, début septembre. On reste dans le ballon rond avec cette initiative de l'AS Monaco. Le club de la Principauté lance le programme Les Ruches Rouges et Blanches. Tous les 10 buts inscrits en Ligue 1 par Wissam Ben Yedder ou ses coéquipiers. L'AS Monaco financera la création d'une ruche d'abeilles en Principauté. Objectif, sensibiliser et agir en faveur de la biodiversité. En basket, le capitaine Léo Westermann quitte la Roca Team. Le meneur français s'est engagé avec le club d'Obradoiro et retrouve ainsi le championnat espagnol. Bonne route à lui. Saluons à présent la performance de Julie Franche-Guerra. La sociétaire de l'AS Monaco Haltérophilie et Force Athlétique est devenue jeudi vice-championne d'Europe de développé couché à Budapest. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Julie Franche-Guerra. Bonsoir. Félicitations pour votre performance. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Merci. cette médaille ? Elle représente beaucoup, parce que j'ai eu quelques déboires au championnat du monde il y a quelques semaines de ça, et c'était une belle revanche à prendre, donc c'est fait. C'est la toute première et j'espère loin d'être la dernière. Elle était très attendue, hein. Il y a eu beaucoup d'émotions.
Oui, énormément. Un peu de stress, un peu d'appréhension, un peu d'excitation. Le match a été très serré jusqu'à la fin, donc ça n'était que plus beau à la fin. Justement, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous, ces championnats d'Europe à Budapest. Alors ça s'est plutôt bien passé. Le but c'était surtout de reprendre confiance par rapport au championnat du monde où on avait eu des petits soucis. Et j'étais assez bien classée, j'étais classée 2e et voilà, le but c'était d'attraper la médaille d'argent, voire la première place, mais surtout de reprendre confiance. Et c'est ce qui a été fait, un match assez serré mais très bien encadré par l'équipe de France et la place s'est jouée au 3e essai et c'était très marquant. Vous soulevez une barre à combien? Alors là j'ai fait 115. Donc c'est pas ce que je sais faire, mais disons que ça suffit pour avoir la place. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la particularité du développé couché? Le développé couché, ça a plutôt rapport avec la force athlétique, qui est le regroupement de 3 mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et il y a donc la discipline du développé couché seul. Et donc vous avez 3 essais pour soulever la barre la plus lourde. Et comment on se prépare à ces grandes échéances? Quel est votre rythme d'entraînement? Alors là, je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine, autour de 2-3 heures le temps de l'entraînement. Donc je cumule deux activités, j'ai 2 travails. Et une fois que j'ai terminé le premier travail, je viens m'entraîner à la salle le soir. Et après, je rentre chez moi. Et il y a tout un système de coaching. J'ai la chance d'être coachée par un coach qui est spécialiste en force athlétique, qui s'appelle Florent Blanc, et un coach de salle ici, Jean Canestrier. Donc je suis entourée de 2 personnes qui cadrent autant le mental que la nutrition, que la programmation. Je suis bien entourée, j'ai de la chance. Une chance qui donc vous amène jusqu'à ce titre de vice-championne d'Europe. Un mot sur la place de la femme dans ce sport qui, selon les idées reçues, serait plus masculin. Quel est votre avis sur la question ? En fait, je trouve ça dommage de devoir poser la question, dans le sens où pour moi il n'y a pas de question, je suis là. C'est ma seule réponse que je puisse donner, en fait, c'est homme-femme, je suis une personne qui est là et qui m'entraîne et qui soulève des poids et c'est pas une chance, c'est juste la normalité et c'est cool de voir des femmes s'entraîner dur autant que les hommes. À la salle, là on a autant de femmes que d'hommes, voire peut-être un plus de femmes, donc pour moi, il n'y a aucun problème, tout va bien, quoi. Tout va bien. Et qui performe en plus. Et qui performe en plus, notamment en force athlétique également, en tout cas là l'équipe de France, pas forcément celle de Monaco, mais l'équipe de France c'est quand même première mondiale en ce moment, donc c'est que dire de plus, quoi. Il y a ce qu'on essaye de faire et il y a ce qu'on fait, et je pense que ce qu'on fait est déjà super et c'est sur la bonne ligne, quoi. Donc la porte est ouverte pour revenir faire de la force athlétique, homme-femme, peu importe. Tout le monde est sans problème. Ouais. Quels sont vos prochains objectifs à présent, Julie? Le prochain objectif, ce serait d'être encore plus régulière dans ce que je fais, d'être plus dans la précision, de m'entraîner encore plus dur et évidemment d'arriver à perdurer dans le haut niveau et avoir les médailles d'or, quoi. La prochaine grande compétition pour vous, c'est quand? Grande compétition, Alors maintenant mes idéaux sont un peu plus hauts, donc pour moi les grandes compétitions c'est les championnats du monde. Donc les prochains championnats du monde, en ce qui me concerne, le développé couché c'est dans 7-8 mois je pense, en Afrique du Sud. Mais il reste encore les qualifications, j'aimerais être encore championne de France, encore avoir des records de France, augmenter mon total. En fait c'est un global, Comme tout sportif de haut niveau maintenant. Merci infiniment Julie et encore félicitations. Merci à vous. Hier, nous recevions le directeur du pôle tourisme de Valberg. Nous avions évoqué avec lui le succès de la destination montagne pour les vacances d'été. Il faut dire que l'altitude n'est pas si loin que cela du littoral. Cela nous a amené à vous poser cette question. Êtes-vous plutôt mer ou montagne? Réponse au micro de Christina Thomel. Je préfère la montagne parce que c'est mieux pour faire du sport et il est fait plus frais. Moi, je préfère la mer parce que la montagne aussi, mais bon. Et tu te baignes, tu te rafraîchis, ça fait du bien. La chaleur qu'il y a, c'est impressionnant cette année. Montagne parce qu'on peut jouer dans l'herbe, jouer au foot dans l'herbe, on peut avoir un quad et aller dans la montagne, on peut aller faire une balade en vélo, on peut aller se balader. Je suis mer parce que j'ai toujours habité dans le sud.
Avant j'étais en Sicile, donc c'était dans le sud. Et maintenant je suis là depuis 7 ans, donc je ne peux pas me libérer de la mer. Je peux pas. Les activités de la montagne, mais la mer. Ben moi je préfère la montagne à la mer, parce que déjà je crains le soleil, et je préfère la montagne, c'est comme ça, je préfère la montagne. Et moi la plage, tout simplement pour la mer, le soleil, le bronzage. Aussi, surtout. Et puis voilà, tout simplement la plage que la montagne. On peut dire que j'aime un peu plus la mer parce que j'y suis beaucoup plus souvent. Donc voilà. Mais la montagne aussi c'est très bien, on prend l'air, ça change la montagne. Et la mer, c'est bien, c'est tranquille, ça repose des fois. Moi je préférerais la montagne. Pourquoi ? Pour le bonheur qu'on y trouve, tout simplement. Et ici, on est dans une région où il y a la mer et la montagne. Que demander de plus ? En 1h15, vous êtes au ski et vous êtes à la plage. Donc c'est merveilleux. Mais j'aime les deux. Et oui, que demander de plus ? Le choix du roi, comme on dit. Une idée sortie à présent pour aller chercher un peu plus de fraîcheur dans les lieux culturels. Jusqu'au 13 novembre, le nouveau musée national de Monaco vous propose de découvrir Newton Riviera à la Villa Saubert. Cette exposition se concentre sur les œuvres du photographe réalisées sur la Côte d'Azur. Visite guidée avec Alexandra Pani. Je ne photographie que ce que je comprends, déclarait Helmut Newton. La Côte d'Azur a été l'une de ses plus importantes muses dans la deuxième partie de sa carrière, lorsqu'à 61 ans, il décide de s'installer à Monaco. Période prolifique pour le photographe, il découvre ici un large choix de cadres, pour le moins original. Chantier, béton, grue servent de décor à ses photographies de mode, mais le soleil de la Riviera reste son inspiration favorite. In the 90s, his fashion photography were completely different. There was a development, let's say. The harsh contrast with the surrounding and that way how he placed the women with the clothes in these pictures, confronting them with the harsh contrasty backgrounds. This was very unusual for his photography because before that it was luxury designing and so on. Photographe majeur du XXe siècle, il est célèbre pour ses photos de mode ou ses nus, mais Newton développe sur la Côte d'Azur un travail plus personnel. There's always this second side of Helmut Newton. There's a big ambivalence in his work, in his personal work, and as well in the commissioned work, which he did a lot for the magazines, for the different magazines. So you can see the different approach, the surrealistic approach, the night scenes and so on. There's the Monte Carlo Beach Club, for example, or in other locations. So this is very astonishing for the visitors coming to the villa, I guess. So because we all think we know Helmut Newton. But it's not the case, you know. Il s'inspire des lieux et des personnalités qui y résident. Plusieurs portraits des membres de la famille princière sont à découvrir dans l'exposition. La princesse de Hanovre, qui deviendra proche de l'artiste, a d'ailleurs prêté une partie de sa collection personnelle du travail de Newton avec les ballets de Monte-Carlo. On y retrouve d'ailleurs des visages bien connus. L'ensemble des 280 photographies présentes dans l'exposition sont à découvrir également dans un catalogue réalisé pour l'occasion, avec certains clichés très rarement présentés au grand public. Et sachez que le 11 août prochain, le NMNM propose une nocturne à la Villa Saubert de 19h à 21h pour découvrir justement cette exposition. L'entrée sera gratuite ce soir-là. Rejoignons Frédéric Elion pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Frédéric ? Si la matinée sera conforme aux précédentes avec du soleil et de la chaleur très tôt dans la journée, une dégradation est prévue dans l'après-midi avec des nuages et des risques d'averses. Le temps sera lourd et les températures seront comprises entre 25 et 31 degrés. Dimanche 7 août, bonne fête au Gaétan. Oui, des températures toujours aussi élevées. Pensez à bien vous hydrater. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous vous emmenions tout à l'heure à la découverte de l'exposition Newton Riviera. Place à une autre exposition du NMNM avec nos photos de fin de JT. Christian Bérard, excentrique bébé, à découvrir jusqu'au 16 octobre à la Villa Paloma. Photo signée Mickaël. Allez-y, passez une excellente soirée et à demain pour le best-of de la semaine.